L'Association des professionnels de la presse en ligne, connue sous le nom d'Appel, a organisé il y a quelques jours à Dakar une conférence publique sous le nom générique de Forum de l'Appel. Ce premier Forum de l'Appel avait pour thème l'avenir de la presse traditionnelle face à l'émergence de nouveaux médias. Vous entendrez dans ce focus Madiambal Diagne, président directeur général du groupe Avenir Communication et président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS. Vous entendrez également les interventions de Mamadou Ndiaye, docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignant et chercheur au CESTI, l'école de journalisme de l'Université de Dakar. El Malik Seck, fondateur et administrateur des sites politico-sn.com et fsdakar.com interviendra également dans ce focus. Et le quatrième intervenant s'appelle Aboubakar Sadek Ndiaye. Il est consultant en TIC, digital manager, social media stratégiste et chroniqueur web. Donc tout de suite, nous écoutons le focus sur l'avenir de la presse traditionnelle face à l'émergence des nouveaux médias. La presse traditionnelle, c'est quoi? C'est certainement la presse écrite, c'est certainement les radios, les télévisions. La presse, les nouveaux médias, c'est les médias électroniques qui sont apparus il y a moins de 20 ans à peu près, depuis le premier navigateur connu comme Netscape, ensuite avec le développement de certains outils électroniques qui ont pu permettre des applications qui ont facilité l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine médiatique et ce qui ont aussi produit la naissance de supports d'information comme on l'appelle communément la presse en ligne. Il faut dire que la question des menaces de la presse électronique, de la presse des nouveaux médias par rapport à la presse traditionnelle peut se poser dans la mesure où ces 2 dernières années, nous avons noté à l'échelle mondiale une grave crise internationale qui n'a pas manqué d'avoir des répercussions sur la vie des médias. Cette crise économique avait même hypothéqué ou bien peut-être avait plombé leur développement. Plus grave encore, leurs perspectives étaient plus ou moins incertaines. Et on a cherché à trouver des explications. C'était dû à quoi? Des méventes de journaux certainement, la rarification du marché de la publicité, mais il fallait trouver un responsable. Qui était ce responsable-là? Il est tout désigné, c'est la presse en ligne. D'aucuns avaient vu que l'émergence des nouveaux médias a pu avoir comme conséquence de détourner les lecteurs traditionnels de ces médias à leur profit. Parce que en l'espace de 2005 à 2010, les statistiques ont montré que les lecteurs de la presse électronique ont évolué dans le monde entier de 500 millions à 1,3 milliard de lecteurs par jour. Pendant ce temps, la presse traditionnelle, les journaux je veux dire, ont connu leur lectorat stagner et même diminuer dans le monde occidental. Les responsables de journaux se posent des questions parce que le phénomène nouveau de l'arrivée de la presse en ligne et son développement fulgurant a certes inquiété au point que chacun cherche à se dire est-ce que ça ne va pas nous bouffer? J'en reviens toujours à la question. Mais l'analyse a montré, sur la base d'études très précises élaborées par exemple sur des sites comme le New York Times, comme Le Monde et comme Le Figaro, ces entreprises de presse qui ont à la fois des journaux sur support papier et des journaux électroniques, on s'est rendu compte que ce n'est pratiquement pas le même lectorat. Seuls 15% du lectorat se partagent entre la presse en ligne et la presse traditionnelle. Autrement, les autres médias, ces deux types de médias se développent de façon plus ou moins autonome. Donc les lecteurs de la presse traditionnelle sont souvent différents des lecteurs de la presse en ligne. Je parle vraiment encore une fois de statistiques qui sont très précises et qui sont élaborées avec peut-être une cible qu'on maîtrise le mieux, c'est une cible occidentale. Pourquoi je tiens à faire la différence? Parce que dans nos sociétés, dans notre pays pratiquement, pour être plus précis, ces vérités ou bien ces données qu'on peut analyser de cette façon-là peuvent ne pas être les mêmes chez nous, pour la bonne et simple raison que nous tous, nous avons eu à déplorer, par exemple, que les gens qui mettent leur support, le contenu de leurs journaux en ligne en sont quelque part victimes
Parce que dans les administrations, les gens, au lieu de simplement lire le journal, parfois ils sont obligés de l'imprimer et de se le passer par des copies ou de faire des photocopies. Je vois que ça aussi, c'est une réalité que nous vivons dans nos sociétés. Ça a poussé les uns et les autres à essayer de voir comment juguler ce phénomène-là qui apparaît comme nocif, en essayant par exemple d'éviter de mettre tous les contenus éditoriaux en ligne, ou bien, par exemple, de choisir une heure tardive de mise en ligne des contenus éditoriaux. Tout cela pour inciter le lectorat à aller acheter le support papier. Il y a aussi de plus en plus des entreprises de presse qui commencent à étudier des formules pour la vente, par exemple, en ligne de support. Par exemple, vous avez votre contenu éditorial, vous mettez par exemple des chapeaux en ligne. Quand quelqu'un veut aller lire la suite du papier, on lui demande par exemple de payer pour pouvoir accéder au contenu approfondi. Je crois que ça, c'est des mécanismes ou bien des astuces que les gens mettent en œuvre pour essayer vraiment de juguler ce qui apparaît comme une menace de la presse en ligne par rapport à la presse traditionnelle. Mais là où il y a peut-être une menace, c'est une certaine forme que j'appellerais une dérive que nous constatons sur les supports électroniques au Sénégal. C'est l'agrégation de contenu de certaines plateformes. Quand par exemple, au lieu de mettre en ligne un journal, vous allez faire une revue de presse complète de toute la presse sénégalaise, vous puisez par-ci et par-là les meilleurs articles, vous les mettez en ligne. Quelque part, le lecteur n'a plus intérêt à aller acheter les journaux et se casser à regarder les informations intéressantes. Déjà, en venant sur une plateforme, il a l'essentiel de la presse, des informations les plus intéressantes. Et donc, cela a tendance à amener les lecteurs à visiter ces plateformes-là, à y rester longtemps, au détriment non seulement des journaux traditionnels, mais aussi au détriment des sites web de ces journaux-là. Donc on n'a plus besoin d'aller tous les jours au quotidien, au quotidien.sn, mais on va peut-être à elmaliksek.sn pour avoir l'essentiel des informations de la presse quotidienne. Je crois que c'est un procédé qui est regrettable et que beaucoup de gens ont eu à dénoncer. Je pense que la presse écrite, par rapport à la presse écrite, Internet n'a pas été toujours conçu comme un danger. Parce que la presse sénégalaise a investi très tôt le web. Je donne quelques exemples. Par exemple, le groupe Sud Communication qui a mis en ligne la version du journal, son journal, dès février 97. Le Sénégal est connecté depuis 96 et 97, on a déjà un groupe de presse qui met en place un site web. Donc on observe dans ce sens que la presse, quoi qu'on puisse dire par rapport à la presse en ligne, ce qu'on appelle aujourd'hui presse traditionnelle, pour moi en tout cas, ils sont les pionniers par rapport à la mise en ligne d'informations. D'une certaine façon, aujourd'hui, si on veut parler de ce que l'on appelle la presse en ligne, en tout cas pour nous les chercheurs, on a un problème pour dire qu'est-ce qui peut être appelé journal en ligne en réalité. Et donc moi j'ai essayé de travailler depuis quelques mois, j'observe ce phénomène, j'essaie de répertorier les sites et en les répertoriant, j'essaie également de faire une classification qui me permet d'analyser chaque segment pour utiliser un terme marketing pour essayer de voir à peu près quelle est la réalité concernant la mise en ligne d'informations. Et vous remarquerez que par rapport à la presse aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les journaux traditionnels qui mettent en ligne des informations, les journaux aussi exclusivement en ligne. Par rapport à cette définition-là, en tout cas la difficulté majeure, c'est par rapport à la définition même du journal en ligne. Le journal en ligne par rapport au nouveau code de la presse, enfin nouveau code de la presse, le projet de code de la presse, c'est tout service de communication au public en ligne, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu
consistant à la production et la mise à disposition du public d'un contenu original d'intérêt général renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale. Si vous essayez de comprendre cette phrase qui est kilométrique quand même, mais vous comprendrez qu'on a essayé de ratisser large, pour parler de manière beaucoup plus triviale. Ils ont essayé, les promoteurs de ce code de la presse ont essayé de ratisser large pour inclure tous les éléments pouvant arriver ou qui, dans le futur, par rapport à la presse en tant que telle en ligne. Je pense que la presse traditionnelle doit se réajuster. Il est vrai que nous faisons partie du postulat qu'aucun nouveau média a priori ne menace pas la survie des médias antérieurs. Quand par exemple la radio arrivait dans le domaine médiatique, d'aucuns avaient pensé que la radio allait tuer les journaux. Quand la télévision était arrivée, d'aucuns avaient pensé que la télévision allait tuer les radios et les... D'aucuns avaient pensé que la radio allait tuer les journaux. Quand la télévision était arrivée, d'aucuns avaient pensé que la télévision allait tuer les radios et les journaux. Mais bien que la télévision est là, bien que la radio est là, on se rend compte que tous les autres médias ont continué à progresser et à se développer. De la même façon aussi, on peut être optimiste. Le même optimisme peut nous habiter dans la mesure où la presse électronique se développe de façon fulgurante, mais cette presse électronique n'a pas pour autant inhibé totalement la presse traditionnelle. Et aussi, cette presse électronique est en train de s'adapter. C'est pas seulement l'écrit. La presse électronique, pour se diversifier, peut être plus attirante, intègre d'autres types de médias comme la radio sur Internet, comme la télévision sur Internet, entre autres. Je crois que de ce côté-là, il faut nécessairement que nous en tirions les leçons. Maintenant aussi, il y a un constat quand on regarde les contenus rédactionnels. Et peut-être ça aussi, c'est des leçons que la presse traditionnelle doit en tirer. Avec la presse électronique, on s'est rendu compte que l'information, le factuel est plus présent sur l'électronique. Les gens ont la capacité de mettre en ligne l'information, les contenus et peut-être de faire une recherche rapide pour vous donner les faits. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voulez vous informer sur l'expédition américaine pour cueillir Ben Laden ou bien pour liquider Ben Laden, si vous regardez les médias traditionnels, quelque part vous sentez un décalage parce que les informations, les faits tels que rapportés l'ont été suffisamment et très largement par la presse électronique, qui ont une capacité d'agréger ou bien de compiler les faits, de sorte que qu'est-ce qui restera maintenant à la presse traditionnelle? C'est l'analyse et la réflexion. C'est l'analyse et la réflexion. Aujourd'hui, il faut que la presse traditionnelle essaie de se réajuster dans le sens de faire plus d'analyse, plus de réflexion, plus de commentaires. Peut-être que là aussi, ça va changer les paradigmes de la presse. Il faut de plus en plus de commentaires pour être intéressant pour le lecteur. Le lecteur, vous avez la radio, vous avez la télévision, vous avez Internet. Les faits, vous les avez déjà. Quelle analyse, quelle lecture faut-il faire de ces faits-là? C'est peut-être ça que la presse traditionnelle pourra développer pour faire la différence. Et là aussi, la presse électronique est en train de prendre de l'avance sur la presse traditionnelle. C'est avec le phénomène des blogs, le phénomène du commentaire. Vous avez maintenant dans les journaux la blogosphère là, qui est en train de se développer. Chacun y va de son idée, de son commentaire. Et donc, les blogs, le succès des blogs est dû à cela. Le lecteur n'a plus besoin qu'on lui donne simplement des faits. Il a besoin qu'on analyse les faits, qu'on les dissèque pour lui, qu'on l'aide à avoir une compréhension. Donc, je crois que de ce côté-là, il y a aussi une réalité dont il faut tenir compte pour la presse traditionnelle. Il faudrait rester modeste. On n'en n'a pas encore les moyens de concurrencer les grands journaux parce que 90% des informations qui apparaissent sur nos sites d'information ne sont que les excroissants de ce que les journaux ont déjà publié ou avaient déjà mis la veille ou le jour J. Maintenant, il ne faudrait pas que les journaux se disent nous on a plus de moyens, on ne va pas mourir. Je ne le pense pas.
je le dis en toute modestie, mais bon, j'ai travaillé pendant 7 ans dans la presse écrite. Quand en 2000, on lançait le Populaire, quand on amenait le journal à la revue de presse de Sud, les gens nous disaient « sortez-nous, c'est un torchon ». Les gens ne voulaient pas le passer à Sud. Et maintenant, je me rends compte que le Populaire, 10 ans après, 11 ans après, est l'un des journaux les plus respectés de ce pays. Ça veut dire quoi? Parce que le Populaire avait créé une nouvelle forme de rendre l'information. Donc les gens se sont dit, on va se retrouver dans un média, et je vois que c'est ce qu'on faisait au Populaire en 99-2000, que l'essentiel même de la presse aujourd'hui est en train de faire. Donc on ne retrouve plus dans les journaux le Grand Sud de 94, de 95 ou même de 98. Les journaux sont complètement passés de l'étape d'analyse complètement politique à une étape du sensationnel et des faits divers, parce que c'est ce qui va. Mais maintenant, je ne pense pas que c'est la presse électronique qui menace fondamentalement les journaux au Sénégal. Mais en réalité, est-ce qu'on a toujours eu une grande presse dans ce pays, avec des rédactions fortes, avec les moyens économiques qui y vont avec? Donc, il faudrait qu'on fasse attention. Aujourd'hui, les journaux sont victimes d'un environnement économique intenable. Il est extrêmement difficile, dans ces conditions, que dans 10 ans, on en soit à même un seul quotidien apparaître. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ça ne veut pas dire que les gens, ce qu'ils font n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est dépassé, parce que fondamentalement, il y a un public qui a besoin de ça. Mais là où la presse électronique menace les journaux en papier, c'est que les journaux en papier sont faits sur une vieille technologie. La presse écrite est faite avant la révolution industrielle, parce que l'imprimerie date de 1400-1500. Et la révolution industrielle est intervenue 3 siècles plus tard. Donc les journaux travaillent avec la plus vieille technologie existante sur Terre actuellement. Et toutes les autres entreprises ont changé de technologie. Je ne pense pas que si Sonatel s'était évertué à brancher des téléphones fixes et à faire du téléx et du fax, qu'il survivrait jusqu'à maintenant. Je ne le pense pas. Mais les sociétés de téléphonie ont eu le mérite, quand ils ont vu le mobile arriver, ils ont basculé l'ensemble de leurs investissements, de leur top management et de leurs infrastructures sur le mobile, qui maintenant soutient leur activité fixe et maintenant même l'Internet. Les voitures, ils ont changé de technologie. On n'est plus à la roue motrice, on est à l'électronique. Même la façon de faire les bâtiments, la technologie a changé. Mais dans la technologie des journaux, qu'est-ce qui a changé à part la couleur? En réalité, le processus d'impression et de distribution d'un journal se fait de la même manière depuis 300 ans, 400 ans. Donc c'est une technologie qui est complètement morte. Maintenant, il ne faudrait pas qu'au Sénégal, les journaux, quand ils vont mourir, moi je pense qu'ils vont mourir, c'est mon intime conviction. Je le dis, n'en riez pas, parce que en 2000, on en était à 7 quotidiens et on tirait 150 000 exemplaires par jour, ce qui faisait une moyenne de 25 000 exemplaires par quotidien. Et tout le monde, il y a des directeurs de publication dans cette rédaction, Al-San Tuaya gère le journal, Madjambal il est toujours dedans et le Grand Cham. Tout le monde sait qu'on ne peut pas faire un journal en dessous de moins de 25 000, 30 000 exemplaires. Il est extrêmement difficile de trouver des annonceurs et de trouver des marges totalement bénéficiaires. Aujourd'hui, on en est à 25 quotidiens en moyenne pour un tirage de 200 000 exemplaires. Donc quand vous faites le ratio, on est passé de 25 000 exemplaires par quotidien en 2000 à une moyenne de même pas 10 000. Et je suis même généreux parce qu'il y a énormément de journaux, peut-être 75% des journaux au Sénégal tirent moins de 5 000 exemplaires. Donc est-ce que dans ces conditions-là, on peut entretenir une rédaction, répondre aux nouvelles charges? Je ne le pense pas. Maintenant, il faudrait que dans la deuxième vague des journaux en ligne ou des blogs en ligne, que les grands quotidiens d'aujourd'hui soient demain les grands portails. Parce qu'ils ont la qualité rédactionnelle, ils ont les compétences, ils ont tout ce qu'il faut pour faire d'excellents portails. Donc aujourd'hui, au lieu d'être là à parler d'émergence de nouveaux médias, il faudrait que les journaux occupent le terrain. Parce que quand vous allez dans tous les pays au monde, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en France, c'est les grands journaux qui ont les plus grands sites d'information. Parce qu'ils ont la structure rédactionnelle que personne n'a. Le but, c'est pas de prendre le contenu du journal et de le mettre sur comment on appelle ça, dans le site. Mais c'est de créer une valeur ajoutée. Parce que l'information n'est rien d'autre qu'une mise en scène.
Si vous prenez des textes et que vous copiez-collez sur Internet, ça ne donne rien. Mais il faut lui donner un style, un sens, tout ça. Ça, les journalistes peuvent le faire, avec peut-être des experts qui s'y connaissent en Internet. Parlons un peu de l'évolution des médias. On a 6 catégories ou 6 générations de médias. Il y a d'abord l'information orale avec le crieur pendant l'Antiquité. On a aussi l'information écrite au niveau de la presse écrite. Ça, c'était dans les années 1450. Il y a aussi l'information radio dans les années 20. Nous avons eu l'information télévisée dans les années 50. Il y a eu l'information numérique avec l'avènement d'Internet en 95. Et aujourd'hui, depuis 2005, on parle de l'information mobile avec la génération des téléphones portables qui permettent d'avoir de l'information sur la base d'applications. Donc les réseaux sociaux et les médias sociaux sont aujourd'hui considérés comme des médias de masse, vu leur popularité, vu leur engouement. Des réseaux sociaux et des médias sociaux, on peut en avoir plusieurs catégories. Il y a un peu les réseaux qui sont appelés des réseaux médiatiques, il y a les réseaux qui sont semi-médiatiques, il y a d'autres réseaux qui sont un peu hybrides. Dans les réseaux sociaux ou médias sociaux, ce panorama montre que tout ce qui est réseau social n'est pas média. Tout ce qui est réseau social n'est pas média parce qu'il y a des réseaux sociaux qui permettent de faire de la publication, il y a d'autres réseaux sociaux qui permettent de faire le partage, d'autres de discussion, mais il y a d'autres réseaux sociaux qui sont des portails pour faire du commerce. Ce n'est pas de la presse, ce n'est pas des médias. Il y en a d'autres qui permettent de faire de la localisation, d'autres des réseautages et d'autres de faire des jeux en ligne. Donc ces catégories de réseaux sociaux ne peuvent pas être considérées comme en fait des médias. Donc les médias sociaux, c'est un peu les médias du pouvoir du peuple, parce qu'ils permettent en quelque sorte aux journalistes citoyens et aux cyberjournalistes de pouvoir s'exprimer à travers des blogs, de pouvoir s'exprimer à travers des plateformes de microblogging. Et nous avons vu l'exemple du printemps arabe, où tout est presque parti de Twitter, avec des populations qui se sont organisées pour reprendre le pouvoir et incarner le rôle de quatrième pouvoir. Donc des médias sociaux qui permettent le retour du pouvoir au peuple, c'est les plateformes de wiki, comme on le connaît, Wikipédia. C'est des réseaux à grande fréquentation, c'est des réseaux très populaires qui permettent une très grande rapidité, qui permettent une instantanéité, information à temps réel, mais qui permettent aussi une mobilité. Dans ces catégories-là, on a Wikileaks, avec la publication des télégrammes diplomatiques qui ont bouleversé le monde entier, là où la presse traditionnelle et la presse en ligne ne pouvaient pas suivre. Il y a également Twitter qui a été utilisé dans le cadre du printemps arabe, mais qui a aussi été utilisé lors en fait, de l'assaut contre Ben Laden. Parce que quand j'ai suivi cette histoire-là entre 3h du matin et 6h du matin, sur Google, quand vous tapez Ben Laden, toute l'information qui apparaissait sur Google provenait de Twitter. Donc Google agrégeait directement les informations envoyées par les individus. Pour montrer un peu combien aujourd'hui le peuple a un véritable pouvoir qu'il utilise à travers des médias qui ne sont pas professionnels. Donc l'évolution des médias, est-ce que dans cette évolution-là on parle d'émiettement ou on parle d'accumulation? Est-ce qu'à chaque fois qu'un nouveau média apparaît, il tue l'autre, ou alors c'est une accumulation en fait de médias dans le temps? C'est qu'il faudrait que la presse traditionnelle modernise ses outils. On ne peut plus travailler dans un journal comme on le faisait il y a 30, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Il faut nécessairement qu'on s'adapte. On s'adapte avec par exemple avec les plaques tactiles. On est obligé de travailler avec des supports comme ça. On est obligé aussi de voir comment on peut développer des microfilms, par exemple, pour la presse traditionnelle. On est obligé aussi de voir comment on peut renouveler les formats de nos journaux. Est-ce que c'est toujours des formats adaptés? Parce que vous savez, dans un monde en perpétuelle course, dans un monde de plus en plus dense, je ne pense pas qu'il sera toujours intéressant que vous preniez un journal qui, quand vous l'ouvrez, il fait 1 mètre de large. Quand vous êtes dans un métro, dans un transport public, vous gênez votre voisin. Donc il va falloir peut-être trouver des formats plus réduits qui permettront d'avoir plus de commodité de lecture, mais aussi qu'on ne gêne pas le voisinage. Donc la question n'est finalement pas de savoir s'il faut investir dans une application ou dans un site web, mais il faut être capable d'organiser un média en un flux organisé qui accompagne l'utilisateur partout où il se trouve et sans rupture. Donc c'est le principal enjeu de ces prochaines années,
L'avenir pour moi est aux médias capables de structurer leurs données, mais aussi l'interactivité entre les utilisateurs et leurs données. Aux médias capables de faire vivre leurs données sur les différents espaces de navigation mobile, applications mobiles, navigateurs par tablette PC, comme l'a El Malick Seck, des ordinateurs, mais aussi sur des réseaux sociaux comme Facebook. Donc, c'est-à-dire faire interagir des données avec des utilisateurs sur un réseau qui sera de plus en plus indépendant avec des supports. Donc le support pour moi importe peu. Pour moi, ce qui a de l'avenir, c'est l'information. J'invite les journaux à faire la migration parce que c'est mon intime conviction. Dans 10 ans, Inch'Allah, je ne pense même pas que le soleil puisse exister parce que de toute façon, c'est ce qui vont diriger le pays. Et je vais vous donner encore un argument supplémentaire. Nous, quand on était jeunes, on trouvait un journal sur la table de la famille. Mais aujourd'hui, allez dans les maisons, vous ne trouvez plus de journaux. Vous pensez que les gosses qui sont nés en 90, quand ils auront 30 ans, 35 ans en 2010, en 2020, 2022, mais c'est la civilisation de l'électronique. Ils ne vont plus acheter un journal. Maintenant, j'aimerais bien lire le quotidien sur un autre support, lire Walfadjri sur un autre support. Mais tel qu'ils sont en train de faire avec la vieille impression, demandez à l'ADP, les ventes des journaux baissent de 12% chaque année. On peut tirer une masse d'exemplaires, mais est-ce qu'on les vend ? Est-ce qu'à l'étape éditoriale où les gens sont... Parce que la crise de la presse en Europe, on en parle, mais personne ne menace Voici, personne ne menace Paris Match, parce qu'ils sont dans un créneau presque du livre-journal ou du magazine-journal. Donc ils sont dans autre chose. Mais tous les journaux qui font du fast-food, de la presse distribuée comme on le distribue depuis la nuit des temps, ils vont disparaître. On n'y peut rien du tout.